dépit de l'excellent roman de Leila Slimani qui s'appelle « Dans le jardin de l'ogre », les addictions sexuelles sont manifestement un phénomène résolument masculin et récent. J'ai lu les travaux de Georges Vigarello, un des plus brillants historiens contemporains, qui a publié il y a peu une histoire de la virilité. Et à suivre cet auteur, les anciens, dans l'Antiquité, ne connaissaient pas le concept d'addiction sexuelle. Il est admis généralement qu'il apparaît au grand jour avec l'ouvrage de Patrick Carnes, Out of the Shadows, Understanding Sexual Addiction, publié en 1983. Les offres de prise en charge et les demandes d'aide sont aussi récentes. On n'en trouve pas... il y a 30 ans, c'est rarissime de trouver des offres de traitement à cet égard-là. Le livre de Marc Valeur, par exemple, est publié en 2010. Marc Valeur, qui est un successeur de Claude Olivenstein à l'hôpital Marmottan, l'hôpital qui s'était à l'origine dédié aux toxicomanes. Alors, pour dissiper tout malentendu, et par rapport à l'exposé précédent, à mon usage personnel, je distingue l'hypersexualité et l'addiction sexuelle. Et je dirais que l'hypersexualité a sans doute existé de tout temps et que l'addiction sexuelle est un concept qui est contemporain. La première, l'hypersexualité, se définit par ce qui sort de la norme statistique ou de la norme morale. La deuxième, l'addiction sexuelle, implique en outre une souffrance du sujet ou une souffrance pour des tiers, des conséquences néfastes pour le sujet ou pour des tiers, et bien souvent l'impossibilité de s'abstenir sans souffrance appréciable. Alors, un autre commentaire que je tiens à faire par rapport à l'exposé précédent et par rapport à mon expérience avec des héroïnomanes, il me semble que, par comparaison avec l'alcoolisme ou l'héroïnomanie, pour prendre deux addictions particulièrement explicites et qui sont potentiellement mortelles, on vient le voir encore dans un article du journal Le Monde d'aujourd'hui sur la surmortalité des jeunes essentiellement attribuée aux overdoses d'opiacés, mais par comparaison, l'addiction sexuelle est une addiction très peu mortelle, et elle n'est addiction dans ce sens-là que dans un sens métaphorique. Moi, je suis tenté de proposer un rapport non contingent entre l'irruption de ce trouble, l'addiction sexuelle, dans notre nosographie, et, d'autre part, la crise de la domination masculine. Celle-ci est en train de se déployer, et les mouvements MeToo et Balance ton porc, dont quelqu'un a eu l'occasion de parler il y a quelques minutes, ne sont que des développements les plus récents de cette crise de la domination masculine. Il fut un temps où le patriarcat s'accompagnait d'une prétention masculine à dominer l'autre par ses besoins, et cette dimension-là recule dans le monde réel. De l'autre côté, la désinhibition sexuelle masculine s'accentue dans les univers virtuels et marginaux, ou dans la clandestinité, comme l'a montré l'exposé de Laurent Carilla, le secret à l'égard du conjoint pour les pratiques liées à l'addiction sexuelle. Sur le net, le patient se masturbe frénétiquement, par exemple, je pense à un cas que j'ai suivi, devant public disgrace. Je traduis l'humiliation publique de la femme. Donc c'est un des topos du porno sur Internet. Et par contre, pour le même patient, en présence de la femme réelle qu'il rencontre en soirée, c'est l'inhibition, la crainte du râteau. Et cette dissonance cognitive pourra être explorée en croisant les ressources de la sexoanalyse et de l'observation clinique. J'y viendrai peut-être un peu plus tard. Ma première rencontre avec l'hypersexualité, c'est vers 1982 dans un centre de planning familial. C'est une patiente qui m'adresse son partenaire, dont elle est amoureuse, mais dont elle se plaint des exigences sexuelles. Il exige au minimum 5 rapports sexuels par jour, tous les jours. Lorsque je le rencontre, cet homme reconnaît tout à fait ce dont il s'agit et il m'explique. Il est exilé chilien, il a survécu au coup d'État de Pinochet en vivant pendant 9 mois dans le jardin d'une ambassade, redoutant chaque jour d'être livré aux autorités chiliennes et d'être exécuté. Il est finalement exfiltré vers le Canada puis la Belgique, qui l'accueille, et bien entendu, son symptôme était tout à fait inexistant avant ces événements. Il résulte très probablement d'une découverte des effets tranquillisants sur l'angoisse et sur le syndrome post-traumatique
du shoot orgastique procuré par l'acte sexuel. Un certain nombre d'années plus tard, je n'ai pas été en mesure d'aider ce patient à cette époque-là. Aujourd'hui, je pense qu'il y a moyen de l'aider davantage. Au fond, son besoin irrépressible de sexualité vise à combler un besoin non sexuel. Ici, un besoin d'apaisement de l'angoisse post-traumatique. Je reviens à l'excellent roman de Leila Slimani, que je recommande par ailleurs pour ses qualités littéraires, Dans le jardin de l'ogre, où elle nous dresse le portrait sans concession d'une femme qui est aux prises avec une addiction sexuelle qui n'épargne rien ni personne. Le Cid Babelio dit d'elle une vraie salope. Son roman est tout à fait remarquable sur le plan littéraire, mais en tant qu'observation clinique, il ne me semble pas pertinent. L'addiction sexuelle féminine est un phénomène plutôt marginal. Dans mes consultations, il est très rare de rencontrer une femme qui consulte pour ce motif, et j'en discutais avec Laurent Carilla il y a quelques minutes. Le plus souvent, il s'agit d'une sorte de donjuanisme féminin, une quête symptomatique d'une introuvable féminité qui est recherchée compulsivement dans le regard et dans l'érection des hommes les uns après les autres. Et ce qui domine ces chasseresses, ce n'est pas l'accumulation de leurs propres orgasmes, mais la confirmation inlassablement à renouveler de leur identification féminine qui est trop labile. Alors, sans doute, l'addiction sexuelle peut-elle exister pour la femme, mais elle ne fait pas le buzz. Combien de ministres du genre féminin ont dû démissionner pour cause d'abus sexuels perpétrés sur un subalterne? Combien de DSK, combien de Harvey Weinstein du côté femme? Aucune, me semble-t-il. Et ça peut encore venir, bien entendu, comme conséquence inattendue de l'égalité croissante des sexes. Disons qu'en gros, chez la femme, ça se présentera beaucoup plus souvent comme une addiction amoureuse. Et d'ailleurs, DASA, qui a été cité par Laurent Carilla, qui existe aussi à Bruxelles, peut-être ailleurs en Belgique, dépendants affectifs et sexuels anonymes, en général, la clientèle féminine de ces groupes, ce sont des dépendants affectifs, c'est en tout cas comme ça qu'ils se présentent, et la clientèle masculine, ce sont des dépendants sexuels dans l'immense majorité des cas. Cette addiction amoureuse, il y a un excellent essai d'Eva Illouz, « Pourquoi l'amour fait mal ?» que moi j'aurais sous-titré « Pourquoi l'amour fait mal aux femmes ?» parce qu'il n'est pas question du mal que l'amour fait aux hommes dans cet essai. Et tout récemment, un livre tout à fait documenté de Peggy Sastre qui surenchérit dans un ouvrage qui s'intitule « Comment l'amour empoisonne les femmes ?» en dénonçant le boulet amoureux. C'est son expression. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, dans ma pratique clinique, je rencontre certes des femmes qui souffrent du manque de désir de leur partenaire, qui s'en plaignent, qui consultent pour cela, mais je n'ai jamais rencontré de femmes qui ont violé ou qui ont harcelé ou qui aient consacré des heures de travail ou de sommeil à mater du porno. Laurent Caril a dit qu'il en rencontre, peut-être que je devrais revoir mes positions. Et on pourrait m'objecter, et Catherine Millet, avec son fameux « La vie sexuelle de Catherine M ». C'est une authentique hypersexualité, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle ne l'a d'ailleurs jamais caché dans la conférence qu'elle a donnée à Bruxelles il y a une dizaine d'années. Mais ce n'est pas une addiction, au sens où il n'y a aucune souffrance du sujet, ni aucune souffrance d'un tiers, et ni de conséquences funestes sur sa santé, ses finances, sa liberté ou son travail. Et d'ailleurs, dans sa conférence à Bruxelles, elle faisait observer très spontanément que cette pratique hypersexuelle s'est interrompue du jour au lendemain sans nécessiter la moindre cure de désinto par le seul effet d'une rencontre amoureuse satisfaisante et non sexuelle. Tout au contraire, l'addiction sexuelle masculine n'est pas rare et peut devenir très problématique. Donc, je n'entre pas dans le débat de ces dénominations qui a aussi été évoqué par Laurent Carilla. L'addiction sexuelle et le désordre hypersexuel n'ont pas été retenus dans le DSM-5. Dans un excellent article tout récent, Isabelle Toussaint et William Pichot examinent pourquoi il n'est pas apparu dans le DSM-5 et ses auteurs montrent de façon convaincante que ce diagnostic comporte bien trop d'enjeux liés à la morale puritaine nord-américaine. Et ce serait ça le critère, bien plus que des questions scientifiques. Exemple, le célèbre golfeur américain Tiger Woods, qui est passé du statut de goujat au statut de malade après avoir entrepris une cure de désintoxication au sexe.
La désintoxication se déplace ainsi du domaine social au domaine médical, et c'est plus facile à assumer. Je ne suis plus un obsédé sexuel, un homme qui trompe continuellement sa femme, mais une personne souffrant d'un désordre hypersexuel. On voit donc l'intérêt de cette nouvelle catégorie en termes de réduction de la stigmatisation et en termes d'offres d'aide. J'ai pu, moi, au cours de ma carrière, observer la même évolution quand on est passé d'une condamnation morale et juridique du drogué à une offre thérapeutique aux toxicomanes ou aux sujets addictés. Permettez. Il devient une victime plutôt qu'un coupable dans l'imaginaire social ou familial. Donc, résumons, si l'addiction sexuelle existe, elle se conjugue essentiellement au masculin. Comment expliquer cet accroissement contemporain de la prévalence? Je propose de l'imputer à la crise de la virilité. Alors, la crise de la virilité comporte plusieurs aspects. Une remise en cause du patriarcat et de la domination masculine, un changement du statut de la femme et une transformation de l'intimité. Georges Vigarello, l'historien que j'évoquais tout à l'heure, souligne dans son ouvrage le mouvement actuel de contestation absolument mondiale de la domination masculine, en tout cas dans les cultures occidentales ou influencées par la culture occidentale. La légitimité de la domination masculine n'est absolument plus acquise, alors que dans la tradition, elle ne faisait absolument aucun problème. Et cela entraîne chez beaucoup d'hommes un malaise, voire une crispation du masculin. Alors, bien entendu, l'émancipation féminine est tout à fait inachevée, mais elle procure néanmoins à bon nombre de femmes en Europe et en Amérique du Nord une liberté dont les femmes ne pouvaient pas même rêver pendant des millénaires, probablement depuis le néolithique, si j'en crois Yuval Noah Harari. Ce qui passe inaperçu, c'est combien la masculinité n'est pas indemne dans ce mouvement. On dirait un jeu à somme nulle. Ce qui est gagné par les femmes est perçu par nombre d'hommes comme perdu de leur côté. Une chercheuse, Laetitia Strauch-Bonnard, vient de publier une enquête sur cette nouvelle égalité des sexes sous un titre provocateur, mais l'ouvrage est tout à fait sérieux. Les hommes sont-ils obsolètes? Elle mêle la sociologie quantitative, l'économie, les neurosciences. C'est un drôle de cocktail. Et elle nous invite à explorer la catastrophe silencieuse. Je vais la citer longuement ici. Aux quatre coins du monde, la barbarie qui s'abat sur les femmes est terrifiante et nécessite à tout prix d'être combattue. Mais elle ne doit en aucun cas nous empêcher de regarder l'autre mouvement d'émancipation et de progrès que celles-ci connaissent. En Occident, les femmes ont acquis une position sans précédent. Contrairement au discours rebattu, c'est plutôt chez les hommes que le bas blesse. Échec scolaire, retrait du marché du travail, célibat. De plus en plus, les symptômes de leur malaise s'accumulent. Dans un monde où la réussite dépend des diplômes et des compétences interpersonnelles, leur sort ne fait qu'empirer, mais jusqu'où? Les garçons sont-ils victimes d'une féminisation du monde ou bien nostalgiques d'un privilège mâle injuste et révolu? Je propose donc de nous interroger sur la survenue de ce concept d'addiction sexuelle dans notre époque, une époque qui est marquée par cette crise sans précédent absolu dans l'histoire humaine de la domination masculine. Le patriarcat est ce dispositif qui a semblé immuable, et un des premiers à le formuler très clairement, c'est Aristote, par lequel la culture laisse croire que par nature l'homme est supérieur à la femme et que celle-ci lui doit soumission, non seulement politique, mais également sexuelle. L'idéologie des droits de l'homme, qui a fini par se décliner aussi en droits de la femme, a ébranlé déjà ce patriarcat, puis est venue la contraception qui dissocie la conjonction sexuelle et la reproduction et qui a permis un hédonisme sexuel de masse, impensable auparavant. Et puis enfin, les victoires fragiles mais incontestables du féminisme. Avec tout cela, le patriarcat est très sérieusement ébranlé. Je cite, pour ceux qui voudraient s'y intéresser un peu plus, la revue Le Débat, le numéro 200, dirigé par Marcel Gauchet, sous le titre de la révolution du masculin, qui met parfaitement en lumière cette crise de la domination masculine à l'échelle mondiale. Au temps jadis de la suprématie masculine et du devoir conjugal, le concept même d'hypersexualité ne peut pas être pensé,
Si l'exigence masculine de rapport sexuel est inscrite dans le devoir conjugal, l'addiction sexuelle reste invisible et impensable. Elle s'exerce au prix de la soumission de la femme, épouse, demi-mondaine ou soubrette, docile par condition. Et gare à la femme qui y répugne, elle sera diagnostiquée hystérique et traitée comme telle. Si on y réfléchit bien, ce qu'on reproche à Don Juan chez Molière, ce n'est pas du tout de consommer trop de femmes, mais c'est de leur faire des promesses de mariage qu'il n'a pas l'intention de respecter. Le vent a tourné. Consternés par cet événement de la culture, de nombreux hommes se retranchent de la rencontre normée avec les femmes. Cette rencontre qui exige en principe de s'engager dans un couple, de faire et d'élever des enfants, d'entretenir une intimité au long cours avec leur conjointe et de se limiter à une sexualité basée sur le consentement et à une exclusivité au moins de façade. Certains hommes, pour réfuter ainsi l'accession de la femme à un statut égal à celui de l'homme, et aussi pour se mettre à l'abri du féminin, là je citerai Jacqueline Schaffer, Le refus du féminin, pour ceux qui ont une culture psychanalytique. Pour certains hommes, ils ont qui souhaitent donc se objecter à cette égalité de statut des hommes et des femmes, ils ont à leur disposition un éventail de réactions extrêmement variées. Certaines ne sont pas du tout sexuelles, au sens strict. Par exemple, la militance masculiniste, qui est un des puissants courants qui soutient Trump, ou l'engagement islamiste de type Daesh, qui, entre autres prétentions, vise à la restauration absolument sans nuance du patriarcat et de la suprématie masculine. D'autres adaptations sont beaucoup plus clairement sexuelles. L'addiction au porno, l'addiction aux prostituées, etc., ce que Laurent Carilla a aligné, la régression vers des sexualités paraphiliques plus ou moins déviantes qui font par exemple l'impasse sur le consentement, des agressions sexuelles sur des subalternes comme DSK ou Harvey Weinstein, ou alors, et c'est à cette lumière-là que je relis le chemsex, la renonciation à la sexualité via une castration chimique autogérée, parce que dans ma lecture, c'est un peu ça, l'addiction aux drogues et à l'alcool, c'est une addiction chimique autogérée. Le cas de l'addiction au porno sur écran est particulièrement éclairant. On sait que l'essentiel de la production exhibe une sexualité centrée autour du pénis, donc les sexualités non pénétrantes sont assez peu populaires. Il s'agit de la fellation, de la pénétration vaginale, orale ou anale, et présupposant dans l'immense majorité des scénarios une femme soumise sans le moindre effort de séduction. Ce qui me permet de postuler que si autrefois la domination masculine était à la fois réelle et symbolique, elle est devenue aujourd'hui essentiellement imaginaire. Imaginaire, je l'entends au sens où elle se limite aux images. À titre d'illustration, l'une des tendances du porno, c'est donc, je l'évoquais tout à l'heure, le public disgrace. La caméra montre une salle comble où des dizaines d'hommes, la canette de bière à la main, gravitent autour d'une table centrale sur laquelle est attachée une femme nue, pratiquement toujours attachée. Celle-ci est fouettée et toujours sexuellement malmenée par tous les orifices et par plusieurs hommes qui se succèdent sur cette pauvre proie. Cette image est à mettre en contraste avec la réalité sociale et politique de la femme qui, aujourd'hui, exerce du pouvoir sur des hommes, en classe, au tribunal, au gouvernement, etc. Les prérogatives masculines en termes d'exploitation sexuelle de la femme se perdent de façon spectaculaire et désordonnée dans le monde réel, jusqu'à y compris chez les puissants, voyez DSK, qui était quand même un prétendant à la présidence de la République française, ou chez le plus puissant producteur hollywoodien Harvey Weinstein, donc on ne parle pas d'un nègre du ghetto, n'est-ce pas? Et cela indique la montée en puissance du concept de consentement sexuel, qui est donc un rapport beaucoup plus contractuel, beaucoup moins de domination-soumission. Et je fais donc ici alors une rapide allusion à la sexoanalyse qui a été élaborée par le professeur Claude Crépeau, professeur de sexologie à l'Université du Québec à Montréal. Et Claude Crépeau, et c'est je trouve un de ses grands mérites, insiste sur le fait que l'identité sexuelle de l'homme est paradoxalement plus fragile que celle de la femme, tandis que pour elle, c'est l'identité personnelle qui est instable. Cette identité sexuelle masculine
est aujourd'hui mise à mal par l'ascension sociale de la femme, et du coup, elle peut se réfugier dans des réduits imaginaires revanchards dont l'addiction sexuelle est un symptôme. Puisque le pouvoir est désormais à partager avec les femmes, certains hommes se réfugient dans une illusion de restauration de leur puissance par le truchement d'une prétendue puissance sexuelle qui s'exercera au détriment, par exemple, de la femme humiliée, prise sans consentement ou réduite aux 2 dimensions de leur écran. Je vous remercie. Nous avons maintenant une petite dizaine de minutes pour des échanges avec le docteur Jacques. Je ne sais pas si, au niveau des intervenants, il y a des autres intervenants, il y a quelqu'un qui souhaite intervenir, réagir, poser une question. Sinon, on passe directement dans la salle. Vous avez parlé tous les deux d'hypersexualité. Je ne suis pas médecin, je suis juriste et donc je suis un candide dans la salle. Mais est-ce qu'il n'y a pas chez les hommes également un phénomène d'hyposexualité, en ce sens que, si je me souviens bien, il existe une substance, je crois, générée par le cerveau, je suppose, et qui fait fonctionner le désir masculin, et ce qui se retrouve notamment chez les violeurs en plus grande quantité que chez les hommes, je dirais, normaux. Je suis désolé, je ne retrouve pas le nom de cette substance, mais je peux vous assurer qu'elle existe. Vous parlez de la testostérone. C'est ça. Oui. Bon, déjà, les femmes n'en sont pas du tout dépourvues. Et même une bonne partie de l'excitation sexuelle de la femme, de sa disponibilité, peut dépendre de son taux de testostérone. Et la testostérone a été proposée avec des succès mitigés comme traitement de certains troubles du désir sexuel chez la femme. Mais comme on est dans un colloque dédié aux addictions, on ne va pas s'appesantir sur les déficits de la sexualité. Ça, c'est pour le colloque suivant. Non, c'est, oui, de toute façon, vous l'avez indiqué, ouais. Hein, c'est toujours multifactoriel. Si vous voulez, en gros, la sexualité, moi, j'aime pas les mots normaux, etc. Mais la sexualité, on va dire standard, c'est comme une cloche, si vous voulez. Enfin, la sexualité en elle-même, c'est une cloche. Vous voyez, vous avez des hypos, vous avez des hyper, et vous avez l'immense majorité qui a cette sexualité-là. Et quand on voit les patients, ou même quand on interroge les gens, tout à l'heure, je parlais de masturbation compulsive, mais on ne peut pas dire c'est quoi le nombre. Il y a eu des tentatives de... On est masturbateur compulsif à partir de 5 fois. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui peuvent se masturber 2 fois par jour et ça leur fait très plaisir et il n'y a aucun problème. Vous voyez, donc il y a toutes ces variables-là. Et dans l'hypersexualité, comme on l'a dit tous les deux, en fait, moi je parlais de trouble hypersexualité parce que c'était... En fait, c'est en gros une hypersexualité pathologique. Il y a des gens que je vois aussi en consultation, ça sert à ça la première consultation, qui viennent et qui me disent « moi je suis sexe addict ». Donc on les évalue, et en fait non, c'est des simples hypersexuels. Ils ont une activité sexuelle excessive qui ne pose aucun problème. Et ils ressortent de la consultation et disent « merci docteur, vous m'avez soulagé ». Et d'un autre côté, mais ça on sort de la question de l'addiction sexuelle, il y a des hommes, et surtout des hommes vieillissants, qui viennent pallier un déficit d'activité, d'excitabilité sexuelle dans une déviation sexuelle de type paraphilique, par exemple sur des enfants. Et donc le pervers pépère, cette figure de la bande dessinée des années de Goscinny et compagnie, c'est pas du tout débile. Il y a effectivement des hommes qui vont chercher du côté d'une proie beaucoup moins difficile à séduire, à savoir un enfant, mais on n'est plus dans la question de l'addiction sexuelle, on est là dans les paraphilies. Et donc, ce n'est pas vraiment le débat d'aujourd'hui. Et donc là, c'est corrélé souvent à un effondrement du taux de testostérone et de la vitalité générale du sujet, mais c'est vraiment pas dans on sort du cadre. Oui. Bonjour, donc docteur Vogien, je suis psychiatre.
Addicto. En fait, je me posais la question sur le lien que vous faites entre hypersexualité ou compulsion sexuelle et comportement plutôt de violence, de viol. Vous parlez beaucoup de soumission de la femme et en fait d'images pornographiques où la femme est effectivement soumise à l'homme. Et je voulais savoir s'il y avait effectivement des études qui ont été faites sur la question du viol, de l'agression sexuelle, de l'hypersexualité, des compulsions sexuelles. Oui, il y a des études. Je suis plutôt un clinicien et je rencontre dans ma patientèle des hommes qui ont, dans les catégories de Claude Crépeau, un déficit d'agressivité phallique, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas capables de pénétrer une femme sexuellement, et ils compensent ce déficit par un excès d'agressivité hostile. Si vous voulez, ils vont recruter une autre agressivité. On a plusieurs schémas d'agressivité possibles. L'agressivité de survie, par exemple, quand on est menacé, on se défend. Elle est tout à fait utile. L'agressivité phallique est indispensable à un coït en bonne et due forme. Si elle fait défaut pour une inhibition psychique ou autre, certains hommes vont recruter une agressivité d'hostilité pour la compenser. Et ils violent, ou ils agressent, éventuellement des subordonnés, comme dans le cas de DSK, pour compenser cette agressivité phallique qui leur fait défaut. Et avec cet outil de décomposition de l'agressivité, on peut d'ailleurs les aider à grandir, à affirmer davantage leur agressivité phallique, c'est-à-dire dans une correction de leur fantasmatique, de leur imaginaire sexuel, les aider à se sentir plus autorisés à pénétrer et moins légitimés à cogner, si je peux le dire. Bonjour, encore quelqu'un dans le fond. Moi, je m'interrogeais sur deux niveaux de votre intervention. Premièrement, vous avez régulièrement fait des liens et des ponts, et des terminologies qui se changent en disant addiction sexuelle et consultation de pornographie. Alors, dans votre logique, est-ce que pornographie et sexualité, ce sont la même chose? C'est une déclinaison de l'un et de l'autre? Ou si vous considérez que la pornographie, c'est une manifestation particulière de la sexualité? Voilà. Dans mon expérience, c'est vraiment un comportement particulier. Donc, est-ce que c'est une addiction à la pornographie pour vous? Ou est-ce qu'il y a vraiment une addiction sexuelle qui reprend différentes manifestations? Excusez-moi, je ne comprends pas très bien votre question. Est-ce que pour vous, le porno, c'est quelque chose qui est indépendamment de la sexualité? Voilà. Est-ce que le porno, avec sa structure particulière, qui est un objet médiatique particulier, une construction, une fiction, est-ce que ça générerait un trou particulier qu'on pourrait appeler addiction au porno? Ou si pour vous, c'est pas utile de trouver cette catégorie diagnostique, mais plutôt de parler d'addiction sexuelle, dans laquelle il y aurait notamment beaucoup de consultations de porno. Parce que à plusieurs reprises, vous avez parlé l'un et l'autre du porno. Donc voilà, ça c'était ma question. Et puis ensuite, c'est juste une réflexion sur le fait que vous associez dans votre présentation cette addiction sexuelle ou hypersexualité, vous m'excuserez si je me trompe dans les termes, avec un rapport domination homme-femme. Or, on sait que dans la pornographie justement homosexuelle, ce sont exactement les mêmes codes que dans la pornographie hétérosexuelle. En tout cas dans la pornographie mainstream. Donc, est-ce que là, alors, on singe des codes hétéros, ou est-ce qu'en fait, il ne s'agit pas du tout de rapport de dominance, mais plutôt des codes culturels, comme on pourrait parler de codes culturels cinématographiques? C'est très touffu. C'est ça le porno, hein, mais... Alors, pour dissiper tout malentendu, il n'y a aucun jugement moral ou pathologique sur la pornographie comme telle. L'usage de la pornographie n'est pas pathologique en soi. Et il peut être un des outils ludiques à la disposition d'un sujet célibataire par conviction ou par circonstance, ou d'un couple qui souhaite pimenter sa sexualité. Que ce soit bien posé comme ça. Certains sujets ont un rapport problématique à la pornographie, et comme l'a indiqué Laurent Carilla, au détriment, par exemple, de leur sommeil, de leurs finances, de leur travail, de leurs relations sociales, etc. Et il y a alors quelque chose qui les enferme et qui les piège. Pour ces sujets-là, il y a une souffrance, il y a des risques très concrets de perte d'emploi, de perte de statut, etc. Pour un certain nombre de ces sujets, pour un bon nombre de ces sujets, l'usage de la pornographie et la sexualité qui l'accompagne,
sexualité soit purement fantasmatique quand il s'agit simplement de mater, soit de sexualité agie quand il s'agit de se masturber ou de se caresser, peut se faire au détriment d'une sexualité coïtale. Et par exemple, on voit des couples où la femme traîne son homme chez le thérapeute en disant « faites en sorte qu'il me baise plutôt que de baiser ses images ». J'espère que j'ai répondu à votre première question. Pour la question de l'homosexualité, je suis beaucoup moins outillé pour vous répondre. Les homosexuels qui m'ont consulté pour des problèmes d'hypersexualité étaient plutôt dans des problèmes de chemsex, avec une prédominance, comme l'a tout à fait exposé Laurent Carilla, la sexualité s'est éteinte au bénéfice de l'addiction aux substances, et ils consultaient pour cela. Qu'il y ait des rapports de domination, soumission dans le monde gay, oui, et pour eux, ça ne pose pas de problème. Ça pose problème pour certaines femmes, pas pour toutes. Il y a des femmes qui sont tout à fait en demande de cela, que dans le rapport sexuel, elles aient le sentiment d'être soumises. Dans le monde gay, se définir comme actif ou passif, c'est tout à fait élémentaire. C'est le b.a.-ba de la socialité homosexuelle. Donc, les problématiques de domination ne se posent pas dans les mêmes termes entre hommes ou entre hommes et femmes. Voilà en résumé. J'espère que j'ai été clair.